Alors, messieurs, dames, bonsoir. Nous voilà le 26 mars pour le conseil municipal qui va être assez long, vous le savez. C'est la période des finances, des budgets. Alors, je voudrais déjà désigner un secrétaire de séance. Jeannot ? Oui. Allez, C'est parti. Monsieur Jeannot Espinoza, qui sera secrétaire de séance. Je vais vous lister les pouvoirs. Alors, Madame Anne-Laure Dallozier a donné son pouvoir à Romain Espinoza et Michel Bunier a donné son pouvoir à Christelle Aubertin. Avant tout, je vais vous soumettre le procès verbal de la précédente séance. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Monsieur Bonnard. Ah, Monsieur Bonnard. Donc, vous savez, donc dans le cadre de la délibération, on a délibéré sur la DL numéro 4. D'accord? Donc j'ai regardé, donc on voit bien la 1, la 3, la 4, mais j'ai pas trouvé la 2. J'ai regardé, j'ai recherché le document. Alors, l'ADM numéro 2, vous allez le trouver lors d'un précédent conseil municipal. Sur la 1, hein. Comment? Sur la... Entre la 1 et la 3, vous allez trouver la 2. Il n'est pas. J'ai tout regardé, je n'ai pas trouvé. Ah, elle est passée en décision. Regardez en bas du tableau. Vous avez les décisions du maire et ça passe en décision. En fait, il y a des décisions de virement de crédit et les décisions de virement de crédit dans Berger-Levrault, c'est comptabilisé comme DM numéro 2. Donc c'est juste la numérotation de l'acte administratif. Voilà. Très bien, on va passer au vote le PV. Qui s'abstient? Qui est contre? Monsieur Benat, vous êtes contre ou vous abstenez? Je suis contre, monsieur. Monsieur Benat est contre. Très bien. Donc nous allons passer à la première délibération. Donc c'est une délibération où je vais devoir sortir, étant donné que c'est la présentation du compte financier unique pour l'exercice 2024. Alors bonsoir à tous. Nous commençons donc par le compte financier unique. Le compte financier unique, c'est un nouveau compte qui regroupe à la fois le compte administratif et le compte de gestion. Ça permet de simplifier le travail de ce compte et de la lecture surtout de ce compte sur les comptes communaux. Pour faire un point sur cette année 2024, pour ce qui est des dépenses réelles de fonctionnement, on note une évolution de 8,72% en dépenses, de l'ordre de 3 388 320 euros. Cela comprend, en plus de précision, dans le compte 011 des caractères général, 1 129 182 euros, qui contient plus précisément l'augmentation des fluides, qui a fortement augmenté, qui est passé de 158, qui était à 158 000 euros environ, qui était l'année dernière de 102 000, et qui était en 2022 de 84 873. Donc ça, en 2 ans, ça a doublé. Ça, c'est dû aux augmentations de l'électricité sur les dernières années. Les hausses aussi de dépenses d'achat et de biens et services ont augmenté tout simplement en premier lieu dû à l'inflation, une forte inflation que nous avons connue surtout 23 mais 24 plus particulièrement. Pour ce qui est des prestations de services, nous avons une augmentation de 35%. La plupart de ces augmentations sont dues généralement au passage de la nomenclature. Avant, on était sur du M14 qu'on appelle. Nous sommes passés sur la M57. Ça fait une petite différence, c'est que ça change les chapitres et les articles par rapport aux années précédentes.
Donc il y a des comptes qui ont dû être regroupés, donc ça on n'avait pas la précision avant, ce qui fait que pour avoir plus de visibilité sur ça, pour comparer une année à une autre, cela sera possible quand on aura fait plusieurs années sur la même nomenclature. Les hausses de cotisation d'assurance qui sont passées de 13 321 € à 38 597 €. Pour ce qui est des charges de personnel, celles-ci ont diminué de 1,82%. Donc c'est une baisse souvent due à une prévention au niveau des maladies professionnelles. Donc nous avons moins recours au remplacement d'agents. Malgré cela, depuis les 2 dernières années, nous prenons quand même en compte l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires qui est presque augmenté de 10% en plus de 2 ans et demi, voire même plusieurs fois dans une même année. Ça représente quand même une somme assez importante, aux alentours de 160-170 000 € de plus dans l'année. Pour ce qui est des recettes de réel de fonctionnement, celles-ci ont augmenté de 19,21% pour passer de 3 370 000 € à, en 2024, 4 017 367 €. Dans ces recettes, on peut retrouver une hausse des produits et de services et domaines qui passe à 183 000 € environ au lieu de 155 000. Ça comprend les concessions dans les cimetières, une forte augmentation par la reprise de concessions. Les redevances également de la crèche et du périscolaire. Alors ceci est souvent dû avec des comptes comme ça finit en décembre. Il y a eu un décalage sur l'année 2024, ce qui a fait une augmentation un peu plus significative. Mais on va dire que c'est du 2023 qui est passé en 2024, une petite partie. Les impôts, qui, sans que l'on prélève un taux plus élevé d'impôts, a augmenté. Il y a un rattrapage sur ça. Nous avons travaillé avec les services du Trésor qui ont trouvé qu'on n'avait quand même pas assez de recettes sur tout ce qui est foncière et en direct. Ce qui a fait que nous sommes passés de 895 000 € à 1 215 000 €, ce qui n'est pas négligeable. Les attributions de compensation sur 2024 sont restées inchangées, aux alentours de 900 000 €. Les droits de place, eux, sont passés de 4 233 € à 10 000 €. Et nous avons une stabilité au niveau des dotations et des subventions en participation qui sont restées les mêmes. La différence est que pour la FCTVA, donc c'est la TVA que l'on perçoit suite aux travaux effectués dans les collectivités territoriales, nous recevons la TVA que 2 ans après le remboursement de cette TVA, que 2 ans après la fin de l'exercice précédent et des travaux. Donc c'est passé de 5 400 € à 63 000 €. Donc ça fait une nette différence. Et les compensations anti-d'exonération foncière sont restées pratiquement inchangées aux alentours de 390 000 €. Et les revenus des immeubles sont identiques également, autour de 184 000 €. Pour ce qui est des investissements, nous notons que nous sommes passés donc dans une année d'investissement important pour la commune. Nous sommes passés de 700 000 € à 2 millions d'euros en 2024. Des gros travaux ont été engagés sur l'année 2024. Alors ils ont été commencés et préparés en 2023, ce qui fait que ça a glissé plus particulièrement sur 2024, mais c'était prévu. Pour les travaux effectués importants, notamment la rénovation de l'aire de jeu du mur de Gramont,
la tranche 1 des travaux de restauration de l'église Saint-Michel et de la chapelle Danseuse-Une, les travaux de végétalisation de la route d'Orange, les travaux de réfection de l'immeuble du Château Vieux au-dessus du 3e âge, les travaux également de réfection de la passerelle derrière l'école qui accueille des associations pour les enfants, des travaux de restauration au monument aux morts, l'agrandissement du boulodrome Bernard Torel, les travaux que nous continuons sur tous les bâtiments publics et l'acquisition de matériel pour les associations sportives. Pour ce qui est des recettes d'investissement, donc en 2024, nous sommes à 1 359 000 € au lieu de 522 précédemment. Nous avons un excédent de fonctionnement capitalisé, c'est-à-dire que ce sont l'excédent de l'année précédente qui vient abonder les recettes en investissement pour dégager de l'autofinancement, donc aux alentours de 522 000 €. À cela, nous avons joint un emprunt de 600 000 € et les subventions de l'État autour de 193 000 €. Donc l'excédent de fonctionnement, grâce à plusieurs années de gestion, on va dire, rigoureuse du budget, surtout des dépenses de fonctionnement, ça nous permet d'autofinancer tous ces projets. Ils sont accompagnés, comme je vous disais, des subventions et de l'emprunt. L'emprunt étant là plus précisément et en grosse partie pour pouvoir avancer en trésorerie les travaux importants qui sont sur plusieurs années et surtout sur des subventions qui ne sont toujours pas encaissées par la commune. Il y a un delta assez important qui est de 492 000 €, dont 330 000 rien que pour l'église. Ça nous permet de continuer à faire ces investissements sans pouvoir être bloqué par le paiement de ces factures. Donc à partir de là, pour le CFU de l'année 2024, nous continuons donc à investir. Nous avons diminué et géré ces dépenses de fonctionnement malgré les hausses subies, les hausses d'électricité et d'énergie qui ont doublé en 2 ans, la hausse des points d'indice des agents publics et municipaux pour nous. Malgré tout ça, nous avons pu faire en sorte d'avoir un budget non pas équilibré, mais un budget excédentaire qui nous permet de pouvoir permettre surtout à la commune d'évoluer, d'investir dans le futur, de continuer à entretenir tous les biens de la commune, parce qu'il y en a et qu'on ne peut pas laisser les bâtiments publics dont tous les cadres aussi ont besoin tomber à lambeaux. Et tout ça, nous avons pu le faire, même cette année, qui a été une grosse année d'investissement. Donc nous allons continuer sur ce rythme-là. Avez-vous des questions pour cette première délibération? Monsieur Bonnard. Je remarque encore une fois que les charges de personnel sont quand même énormes. C'est même que 13%. Oui, parce qu'en fait, on a une particularité dans notre commune. Nous faisons, dans notre strate, donc les moins de 3500 habitants et de 2000, nous avons, par rapport à d'autres, nous avons une crèche municipale. La crèche municipale, la crèche municipale, c'est, on accueille une vingtaine d'enfants. Pour cela, il nous faut 10 personnes. C'est quand même assez conséquent d'employer 10 personnes, surtout que pour que les enfants soient accueillis, il faut qu'il y ait un certain nombre de personnes pour pouvoir les garder. Donc, quand il y a des personnes absentes, pour maladie ou autre, des personnes qui ne sont pas là, on est obligé de remplacer ces personnes-là pour pouvoir continuer à offrir ce service. Nous faisons partie pratiquement des seules communes, aussi petits villages, à avoir une crèche municipale. Ça pèse lourd dans les charges de personnel, mais bon, ça nous permet d'avoir un accueil pour tous les enfants du très bas âge, et voilà. Mais bon,
On a quand même stoppé l'augmentation. Une question, la grève ne peut pas passer dans la communauté des communes. Mais la communauté de communes n'a pas la compétence d'enfance. Il n'y a pas la compétence de l'enfance, donc elle est là. Donc voilà, continuons avec ça. Et c'est pour ça que quand on a des augmentations sur presque 10% en moins de 3 ans, vous prenez les 1,7 million, 1,8 million, 10%, vous voyez ce que ça fait, quoi. Et sous-traiter la prestation, c'est pas possible? Ben là, non, on a le service qui est là, on a les personnes qui sont là. Donc après, quand c'est fait, une structure comme ça, c'est très difficile de revenir un peu en arrière. Ouais. Pour le moment, on a ça. Et vous voyez, ce qu'on fait, c'est qu'on fait en sorte de pouvoir continuer à accueillir tous ces enfants. Et c'est sûr que ça fait un poids, mais bon, le fait de gérer des dépenses inutiles à côté, ça permet d'absorber ça et de pouvoir continuer à faire un excédent pour à la suite. D'accord. D'autres questions? Nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Madame Dallozier. Madame Dallozier. Monsieur Bonnard. Oui. Qui est contre? Madame Rice. Alors, rentrer monsieur le maire. Je ne sais pas s'il est là. Si, quoi, ouais. On va continuer. Délibération numéro 2, affectation des résultats de l'exercice 2024. Voilà, donc la suite de la délib 1 pour les résultats. Présentation en tableau, donc il y a des chiffres à affecter. L'excédent de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2024 est de 959 242 €. À cela, il y a en affectation de l'excédent reporté de fonctionnement. Il va aller en recette de fonctionnement. S'élève à un montant de 540 897 €. Le total qui est affecté en recette d'investissement est de 418 345 €. Et pour mémoire, le résultat d'investissement qui a été reporté au budget primitif 2025 en dépenses d'investissement est de 658 761 €. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, excusez-moi, vous êtes contre ou vous abstenez? Contre. Qui s'abstient? Madame Dallozier. Et Monsieur Bonnard. Délibération suivante. Donc c'est la délibération numéro 3. Budget primitif, exercice 2025. Voilà, donc alors passons au budget primitif. Les montants, dépenses et recettes de fonctionnement pour le budget 2025 sont de 4 368 883,23 €. Et pour les dépenses et recettes d'investissement, 2 79 869,92 €. Le budget 2025, nous avons priorisé 3 impératifs. Le premier est, cette année encore, nous n'augmentons pas le taux d'imposition. Notre travail permet de pouvoir épargner les cadeaux d'augmentation d'impôts, même si on va dire que l'État charge bien les communes et nous demande de faire le travail qu'il n'est pas capable de faire sur certains points. Nous continuons donc à ne pas augmenter ces impôts pour l'année qui arrive. Notre deuxième point, donc, c'est le maintien d'une trajectoire financière responsable sur le fonctionnement.
Il y a une augmentation donc, de l'énergie, toujours, hauteur de 150 000 € pour cette année. L'assurance qui continue malheureusement encore d'augmenter, mais moins que ça n'a été cette année-là. Il y a aussi les GFP de rattachement, donc ça c'est des paiements à l'intercommunalité qui passent de 12 000 à 40 000 €. Pour ce qui est des charges de personnel, nous avons une légère baisse de budget sur ce point-là, même si n'est pas anodin et je pense qu'on est très certain vu l'augmentation du point du SMIC où on a encore une augmentation à prévoir, mais cela nous permet de ne pas quand même augmenter ces charges-là. Pour ce qui est des gestions d'augmentation des charges de gestion courante, celui-là sera un peu augmenté, passera à 200 000 € pour les subventions aux associations, contre 170 000 l'année dernière. Et il y aura bien évidemment un virement à la section d'investissement à hauteur de 853 783 €, qui est là aussi pour équilibrer le budget. Pour ce qui est des recettes, les recettes, elles, vont passer de 3 400 000 à 3 827 000 €, donc une augmentation de plus de 12%. Il y a là-dedans bien évidemment l'excédent de fonctionnement précédent de 540 897 €. Pour ce qui est de la fiscalité, nous allons recevoir, nous avions noté ça précédemment, une augmentation sur les attributions de compensation. Elles étaient de 899 559 € et elles vont passer à 951 314 €. Ça a été voté au conseil communautaire et au conseil municipal. La perception des impôts directs locaux passe de 930 000 à 1 200 000. Et également l'augmentation de la FCTVA, donc cette TVA qui, depuis nos investissements passés, 2 ans après, viennent abonder les recettes. Donc on aura 30 000 € de plus. Le troisième et dernier point, donc on poursuit quand même la dynamique d'investissement. Alors elle sera moindre cette année, mais nous avons surtout la continuité des travaux de l'église. Et nous avons en premier point cette année les frais d'études qui commencent pour pouvoir préparer ces dossiers. Nous gardons bien évidemment la subvention aux façades aux alentours de 25 000 €. Pour tout ce qui est les immobilisations corporelles, nous continuons et terminons l'investissement du remplacement du matériel de l'école pour 14 000 €, qui est les chaises et les tables. On finit d'avoir tout renouvelé. Les travaux de la rue Pasteur, ce sont les 2 logements qu'il y a donc rue Pasteur pour la rénovation et la mise en, on va dire, ils étaient délabrés, donc nous refaisons les travaux pour pouvoir les louer. Il y aura 2 appartements là-bas. Nous continuons également à entretenir les bâtiments communaux. C'est pour ça que nous budgétisons les 20 000 €. Il y a les travaux de la cour de la crèche et de la cour aussi du 3e âge pour 30 000 € et les aménagements que vous avez pu voir là sur le cours de la bibliothèque autour des 20 000 € et des travaux aussi pour les reprises des concessions abandonnées au cimetière. Pour ce qui est des recettes d'investissement, elles sont dans les recettes principales, les subventions d'investissement qui viennent de l'État, département et région, de 203 000 €, l'excédent de fonctionnement capitalisé, donc les 418 345 € et un virement donc, de la section de fonctionnement de 853 783 €. Y a-t-il des questions à ce sujet?
Avez-vous des questions? Oui, là, M. Brennan, donc les charges personnelles, toujours pareil, 54, hein. Faut que ça bouge pas, ça. Oui, on arrive à ne plus les augmenter. Oui. La C, vous avez dit qu'elle était de 950 000 euros. Alors, elle passe à 951 000 euros. Elle était à 899 000, voilà, 900 000 vraiment. Mais il me semble que j'ai lu quelque part qu'on donnait donc des richesses à la communauté des communes pour aider de 40 000 euros, je crois, non? On ne donne pas une somme à la... Ça, c'est le péréquation. Toutes les communes, c'est un équilibre. Nous, on paye aux alentours des 42 000 euros. Ça dépend, c'est calculé chaque année. Chaque commune, on va dire riche entre guillemets, donne pour aider les communes moins riches. Et ça se fait par les intercommunalités qui récupèrent ça et redistribuent derrière. Et on ne devait pas récupérer 68 000 euros de la communauté des communes qui nous donnait aussi. On n'avait pas vu ça en décembre. Les attributions de compensation, c'est cette augmentation-là qui nous fait arriver à 951 000. Eh bien voilà, qui fait les 951 000 euros. On est riches. Plus de questions? Marielle, merci. Merci pour tout le travail que tu as fait. Et franchement, vu la conjoncture, eh ben, c'est quand même des chiffres positifs. Ça fait du bien. Je sais tout le travail que tu fais. Oui, et tu remercieras aussi Erika Michel du travail qu'elle a fourni pour cette fin d'année. Je n'oublie pas Madame Lupino pour les moments passés avec la DGFIP pour récupérer nos opérations. Monsieur le maire, si vous le permettez. Sur la présentation générale du budget, sur le tableau, sur ce tableau-là, c'est page 10. Est-ce que ce tableau fait référence à un budget équilibré? Oui. Quand on dit budget équilibré, ça veut dire que les montants dans les colonnes doivent être les mêmes. Ben, regardez, total du budget, 6 448 753,14 €. Et il y a 1 centime d'écart qui a été régulé parce que c'était 0,001 centime qui bloquait la machine. Vous considérez que c'est équilibré? Ben oui, parce que ça a été régulé. C'est un problème de gestion de logiciel. Ça, vous n'avez pas vu? Ben si, la preuve, ça a été dit. Parce que ça bloque. Tant que c'est pas équilibré, on peut pas avancer. Non, mais tant que c'est pas équilibré, vous voyez, c'était 0,001. Donc on avait Berger Levrault qui s'occupe du logiciel et les équipes ont réussi à bouger ces 0,001 qui bloquent. Il y en a qui gèrent 4,3 millions et d'autres qui gèrent des centimes, monsieur. Voilà. Je vous remercie de votre remarque et on va passer au vote. Qui est contre? Monsieur Benat, Madame Roncer, qui s'abstient? Madame Dallozier. Madame Dallozier, merci à vous. Nous allons passer à la délibération suivante, c'est Romain Spinoza, subvention aux associations. Les personnes qui sont dans le bureau d'une association, trésorier, président, secrétaire, ne prennent pas part au vote. Alors, je ne sais pas qui. À condition que l'association touche une subvention. Oui, touche une subvention, bien sûr. Donc si elle touche rien, tout à fait, bien sûr. Donc pour 2025, la dernière ne touche rien. Voilà, donc, et il n'y a pas d'autres personnes, bon ben très bien. Donc on va pouvoir passer à la délibération. À toi, Romain. Bonsoir. Alors, comme chaque année, on va avoir le budget des subventions allouées aux associations du village, associations qui sont un peu plus de 58, et cette année, on a 31 demandes. Je vous propose de voter dans son intégralité, ça sera plus simple que de vous faire le détail, sauf si vous aviez des questions sur les subventions aux associations. Non. C'est une arcade et puis le Saint-Cadré, donc un condamné, on en aura encore au niveau d'arcade, comme l'année dernière, un peu, non? L'année dernière, on avait une subvention, ensuite on a rajouté encore dans... C'était l'association des cabanes qui avait une subvention exceptionnelle 15 000 euros. De 15 000 euros l'an dernier. Comme vous pouvez remarquer, monsieur Benat, il y a des augmentations, certaines associations ont eu de fortes augmentations. Je pense à l'association Les Cabanes, qui ont des difficultés économiques. Et puis nous, on souhaite bien sûr les soutenir. Et on a dû augmenter leur subvention de près de 20 000 euros pour qu'ils puissent survenir à leurs besoins
parce qu'eux aussi subissent les charges salariales, eux aussi subissent, du moins ils veulent continuer à faire certaines animations pour les enfants du village, donc tout ceci a un coût. Donc cette année, on a consacré une grosse partie de l'augmentation des subventions, tu disais 30 000 environ d'augmentation, il y a 20 000 euros qui est destiné à cette association-là. Et ce n'est pas en subvention exceptionnelle. On le vote après les subventions exceptionnelles. Du coup, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2121-29, L2131-11, on passe au vote. Bon, si ça te dérange pas, on va passer au vote. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci pour eux. On continue sur les subventions dites exceptionnelles, exercice 2025. Nous avons donc 3 demandes de subventions exceptionnelles. Dans le cadre de sa politique sportive, la commune de Caderousse souhaite encourager et soutenir les sportifs et associations du territoire qui s'illustrent et s'investissent pour l'organisation de compétitions ou d'événements contribuant dès lors au rayonnement du village. À cet égard, la commune est sollicitée par 3 associations qui prévoient 3 événements exceptionnels. L'USC pour l'organisation d'un grand tournoi cet été, les Vieux Crampons pour l'organisation aussi d'un tournoi, la Boucle du Rhône pour l'organisation du premier concours régional vétéran le jeudi 17 juillet 2025 au Boulodrome Bernard Torel, réunissant plus de 400 joueurs et étant totalement refusé. Est-ce qu'il y a des questions sur les subventions exceptionnelles? Non. Eh bien, nous passons au vote. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci pour les associations. Marielle, à toi, le taux communal d'imposition exercice 2025. Voilà, donc j'en ai parlé tout à l'heure, le récapitulatif des résultats et du budget. Donc, toujours aucune augmentation des taux d'imposition sur la commune de Caderousse. La taxe foncière sur les propriétés bâties est toujours de 29,96%. La taxe foncière sur les propriétés non bâties de 37,36%. La taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés et à l'habitation principale de 7,95%. Avez-vous des questions? Pas de questions. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Délibération suivante, c'est toi, Marielle. Approbation du règlement budgétaire et financier de la commune de Caderousse. Oui, donc ça c'est un document qui relate juste la ligne de conduite des APCP, c'est ce qu'on appelle les autorisations de programme, et aussi des crédits de paiement. C'est pour les projets en investissement qui sont des gros projets étalés sur plusieurs années. On n'a pas l'obligation de le traiter. Une commune de moins de 3500 habitants, mais c'était important pour nous de passer à cela pour notamment, on va voir sur une délibération plus tardive, pour les travaux de l'église Saint-Michel. Y a-t-il des questions? Monsieur ce règlement que vous avez fait, donc il s'appuie sur déjà une référence. C'est une chose qui est utilisée par des communes déjà plus importantes, mais nous avons décidé de l'utiliser aussi. Plus de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Délibération suivante, c'est toi, Marielle. Fongibilité des crédits N57 pour l'année 2025. Alors la fongibilité des crédits, c'est une règle budgétaire qui nous permet d'assouplir, on va dire, d'avoir plus de marge de manœuvre, de souplesse budgétaire. C'est fixé à 7,5% des dépenses réelles de chaque section. Donc ça permet aux maires de pouvoir passer ceci dans la limite des 7,5%. C'est 7,5%, vous ne pouvez pas le dépasser. Si, on ne peut pas plus. D'accord. C'est pour prendre... Pas au-delà, après il faut prendre une décision, après il faut prendre une décision au conseil municipal. Très bien. Plus de questions, on va passer au vote. Qui est contre?
Qui s'abstient à l'unanimité? Ah, pardon. Vous abstenez. Oui. Madame Ronceau, on continue. Délibération suivante. Eh bien, c'est encore toi, Marielle. Travaux l'église Saint-Michel, autorisation de crédit et de paiement. Voilà, donc ça, on en a parlé tout à l'heure. Donc pour les travaux de l'église Saint-Michel, nous mettons en place cette autorisation de programmation. Nous avons un montant qui était estimé en 2019 pour cette phase de travaux s'élevé à un montant de 478 500 € hors taxe, soit 574 200 € TTC. La réévaluation a été faite en juillet 2024 et a établi un montant de 560 000 € hors taxe, soit 672 000 € TTC. Ça représente donc une hausse de 17%. À ce montant, nous ajoutons donc les frais de maîtrise d'œuvre, qui sont évalués à 10% du montant global des travaux, c'est-à-dire 56 000 €. Donc cela permet donc aux communes de pouvoir financer cet investissement sur plusieurs années budgétaires, plusieurs exercices. Et donc les dépenses sont opérées de cette manière. Donc dans le chapitre 23-13, nous retrouvons en 2025, donc les 56 000, ce sont les frais d'études pour la première année. En 2026, donc le montant de 336 000 €, et sur 2027, un autre montant également de 336 000 €. Donc nous allons voter donc la demande pour des crédits de paiement pour cette AP qui sont de 728 000 € sur le détail que je viens de vous énoncer. Y a-t-il des questions? Vous avez une question? Oui. C'est sur les travaux. C'est quelle partie là? La phase 2. Après, c'est la deuxième phase des travaux. Celle qui est classée? C'est plus précisément, mais c'est celle qui est extérieure. Il y a plusieurs phases. La première phase qui vient de se terminer concernait la chapelle Lancier-Unique, qui est classée monument historique. La phase 2 et 3 concernera l'extérieur de cette chapelle ainsi que le tour de l'ensemble de l'église pour le problème de gestion de l'eau, des écoulements d'eau qui s'infiltrent dans les murs. Voilà. Et la reprise des arches qui voilà, qui a été sécurisée entre le château et l'église. La trappe par le Alors justement, c'est la subvention suivante. Oui, on espère. C'est la subvention suivante. Tu finis ta subvention. Voilà, donc moi j'ai fini, donc... Passe au vote. Vous avez d'autres questions ou pas? Non. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. La délibération suivante, ce coup-ci, c'est Béatrice Réor. Demande de subvention contrat ambition Vaucluse 2023-2025 pour le financement de la phase 2 et 3 des travaux de réfection de l'église Saint-Michel et de la chapelle d'Ancézanne. Donc, puisque vous l'avez vu, le montant des travaux, déjà qu'il y a eu la première phase, on a subi une augmentation de 17%. Sur les montants estimés au moment des devis en 2019, il faut rajouter donc l'inflation qui est passée par là, qui correspond à peu près à 11,93% des travaux. Donc il est prévu que la commune demande une subvention au conseil départemental de Vaucluse dans le cadre du contrat Vaucluse Ambition. C'était anciennement le contrat départemental de solidarité territoriale. Et c'est une subvention qui soutient l'investissement local des communes dans leur mission d'aménagement du territoire. Une enveloppe est susceptible d'être allouée à la commune d'un montant de 263 000 €. 263 000 €. 263 000 € 400 %. Je dis bien ça. J'ai eu un doute. Voilà, et donc je vous demande d'autoriser le maire à signer les documents relatifs à cette demande de subvention, de solliciter la subvention auprès du département, d'approuver le plan de financement. Et dans ce plan de financement, il y aura 2 subventions que nous allons réclamer et la deuxième intervient
dans la délibération suivante, qui concerne la DRAC. Ou alors je parle des deux ensemble et puis on les votera séparément. Oui, voilà, voilà. Donc, dans le coût total d'investissement, 560 000 €, il est prévu de demander donc, 210 720 € au département dans le contrat Ambition Vaucluse, soit 37,62%, et 224 000 €, soit 40% à la DRAC PACA. Il resterait donc 22,38% à la commune, soit 125 000 €, 280. Voilà. Y a-t-il des questions? Donc la première délibération, celle qu'on va voter, c'est pour demander au département la subvention. Et puis celle d'après, ce sera pour la DRAC. Et c'est le même dossier. On va passer au vote à la première délibération, c'est-à-dire le département. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Maintenant, on va passer à la délibération suivante, c'est la demande de subvention à la DRAC. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On retrouve Marielle Martin, la demande de subvention au titre de DETR 2025, travaux de restauration et de sécurisation de la salle des fêtes Pierre Cuel. Voilà, donc nous faisons une demande pour la rénovation, on dirait surtout la restauration et sécurisation de la salle des fêtes. Cela comprend la réfection de la verrière en polycarbonate, le remplacement du groupe de froid, la mise aux normes du système de sécurité incendie et le remplacement de l'alarme intrusion. Alors la demande s'effectue de moitié, donc nous avons un montant de 96 301,68 € au total. Nous faisons la demande pour la DETR à hauteur de 50%, qui fait 48 150,84 € à la charge en demande de subvention et donc le même montant à la charge de la commune en auto-investissement. Avez-vous des questions? Pas de questions. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. On va passer à la délibération suivante. Demande de subvention au titre DETR 2025, acquisition d'un écran numérique interactif. Donc pareil sur ce dossier, donc une demande à la DETR. Alors là nous pouvons demander un autre dossier pour tout ce qui contient, qui comprend le numérique. Il y a donc un écran numérique interactif pour 2520,72 €, ce sont des montants hors taxes. L'équipement 1810,47 € et les prestations d'installation de 390 €. La demande de DETR s'effectue sur l'écran numérique, donc nous pouvons demander jusqu'à 80%, et ils offrent jusqu'à 80% sur ceci. Donc ça fait un montant de 2016,58 € pour le DETR, et l'autofinancement resterait à hauteur de 504,14 €, une hauteur de 20%. Il y a des questions. C'est pour nous. À l'école. À l'école, on renouvelle les plans efficaces, on change ceci pour aider les enseignants à travailler avec les enfants. Y a-t-il d'autres questions? Non, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Délibération suivante. C'est un remboursement d'une location de salle qui n'a pas été utilisée. On a déjà fait ce genre de... Oui, on a déjà fait ça pour Emma Martin qui avait loué la salle Paul Marquion. Donc une demande d'annulation simplement justifiée, et donc nous faisons cette demande de remboursement pour la location de cette salle. Il n'y a pas lieu. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Merci Marielle. Je peux faire une pause. Je passe la main à Christelle Aubertin.
C'est les critères PITS, résultats 2024. Alors, les critères PIX, donc les PIX, c'est la prime d'intéressement à la performance collective des services. Nous la votons chaque année. Donc là, les résultats sont... Je tourne la page. Donc le niveau de formation pour l'année 2024 a été de 75% et le pourcentage de réalisation du budget d'investissement a été de 83,59%. Ces chiffres permettent d'établir les primes que l'on va verser aux agents sur les critères collectifs. Avez-vous des questions? Pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Délibération suivante, Christelle Aubertin, définition des critères PITS pour l'année 2025. Je vous propose de reconduire les mêmes que ceux de cette année. C'est-à-dire que vous les avez dans les tableaux. On va reconduire les mêmes critères. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Nous allons passer à la délibération suivante. Création des emplois saisonniers, juillet et août 2025. Alors, comme tous les ans, nous avons besoin de créer des postes d'emploi saisonniers pour renforcer les agents des services techniques. Donc, ce sont 2 postes pour juillet et 2 postes sur août sur 35 heures par semaine. Voilà, il faut que c'est des contrats étudiants, il faut qu'ils aient permis de conduire et qu'ils aient 18 ans. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. La délibération suivante, c'est présentation du rapport social unique exercice 2023. Il n'y a pas de vote, c'est juste une présentation que vous avez eue tous en pièces jointes. Voilà, on prend acte de ce rapport. Il n'y a pas de questions. Nous allons passer à la délibération suivante. Mise à jour du tableau des emplois. Nous avons, au dernier conseil municipal, ajouté des postes. Je vous avais dit que là, on allait en supprimer. Donc, on va supprimer 4 postes d'adjoint technique à 35 heures et un poste d'adjoint d'animation également à 35 heures. Et on va quand même créer un poste d'adjoint d'animation principale 2e classe à temps complet. Voilà, c'est pour suivre effectivement l'évolution des carrières et les promotions des agents. On réévalue à chaque fois le tableau des effectifs. Pourquoi vous supprimez les postes? Parce qu'ils sont plus occupés, les agents ont monté, sont montés de grade. Ça veut dire que sur la fiche, vous avez le nombre le tableau des effectifs, donc il va diminuer ou ne bouge pas lui? J'ai pas compris. Le tableau des effectifs personnels. D'un côté, il est à 40 et de l'autre côté, il est à 51. Donc, c'est un rééquilibrage en fait. C'est pas des agents qu'on tire, c'est juste comme ils ont monté de grade, leur ancien poste, il faut qu'on l'enlève. On peut pas rester, on peut pas laisser les postes vacants, sinon on se retrouve avec des effectifs qui n'en finissent pas. Donc c'est juste un réajustement par rapport à l'évolution de carrière de chaque agent. C'est purement administratif. Ah oui, ça... C'est pas, on ne se sépare pas de collaborateurs. On a fait l'inverse au mois de décembre, où on avait ouvert des postes par rapport à l'évolution des carrières. Ça se fait juste en 2 temps. Est-ce que vous avez d'autres questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci Christelle. Et la délibération suivante, c'est adhésion au contrat groupe assurance statutaire. C'est ça, nous avions déjà adhéré et l'adhésion arrive à son terme en décembre de cette année. C'est pour l'assurance des agents. Voilà. Nous conventionnons avec le CDG pour arriver à avoir des prix un peu plus intéressants que tout seul. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Donc, délibération suivante. C'est Romain Spinoza.
Effectivement, subvention qui est en lien avec l'organisation de la deuxième édition du semi-marathon qui aura lieu le 18 mai prochain, toujours le même parcours, départ Caderousse, continuité relais à Châteauneuf pour se terminer à Courthézon. Du coup, comme l'année dernière, il a été demandé aux 3 communes de participer à hauteur de 3 000 € chacune. Pas grand chose de plus à dire, je tenais juste à apporter un petit point et remercier les 2 associations partenaires qui sont le comité des fêtes et le tennis club de Caderousse qui nous aident à la préparation de ceci, ainsi que tous les bénévoles qui gravitent autour, parce que cette année on sera à plus de 60. Là on était 45 l'année dernière, donc encore un grand merci à eux. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération-là? Non? Merci. Pas de questions, donc on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Délibération suivante. À toi, Jeannot. Bonjour à tous. Afin de permettre à la commune de récupérer les emplacements en état d'abandon, une procédure de reprise de ces concessions a été observée conformément aux dispositions légales et réglementaires du Code général des collectivités territoriales. Un état des lieux a été effectué le 2 juin 2023 et plusieurs concessions perpétuelles ont été constatées en état manifeste d'abandon. La concession est un droit d'usage du terrain communal. Les concessionnaires ont le devoir d'entretenir l'espace ainsi mis à leur disposition. La commune demeure, quant à elle, propriétaire des emplacements concédés. L'article L. 2223-17 du Code général des collectivités territoriales précise que le maire a la faculté de saisir le conseil municipal appelé à décider si la reprise des dites concessions est prononcée ou non. Dans l'affirmatif, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à ces concessions. Vu l'article L. 2223-4, R. 2223-13 à R. 2223-21 du Code général des collectivités territoriales, vu les procès-verbaux du 25 juillet 2023 et du 2 décembre 2024, constatant l'état d'abandon des concessions affichées à mairie et au cimetière du 27 juillet 2023 au 28 août 2023, du 12 septembre 2023 au 13 octobre 2023, du 30 octobre 2023 au 1er décembre 2023 et du 3 décembre 2024 au 6 janvier 2025. Vu la liste des 22 concessions dont l'état d'abandon a été constaté. On peut besoin d'énumérer. Voilà, non, je n'énumère pas, mais voilà. Considérant que cette situation nuit au bon ordre de la décence du cimetière, considérant que les concessions sont perpétuelles et en état d'abandon, considérant que l'ensemble de la procédure a été menée à son terme conformément aux dispositions légales et réglementaires. En conséquence, et après consultation de ces commissions compétentes, le conseil municipal décide de reprendre les 22 concessions en état d'abandon. Merci Jeannot. Y a-t-il des questions? Pas de questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, merci. Délibération suivante, c'est la délibération 23. Protocole d'accord transactionnel amiable entre la commune de Caderousse et M. Jackie Roustan. Donc, vous vous rappelez, nous avions, j'avais lu un courrier lors d'un précédent conseil municipal, suite à une demande d'un riverain de la route d'Orange. Quand on a fait l'alignement pour les travaux avec la CCPOP, il y avait une haie qui était sur son terrain et qui était très ancienne avec des sujets morts. Et j'avais donné mon autorisation pour arracher cette haie. Une proposition avait été faite en novembre 2024 pour remplacer la haie litigieuse par une haie de 23 arbustes type, je vous passe le nom, d'une hauteur de 1 mètre.
M. Rostand, à l'époque, n'a pas souhaité répondre favorablement à cette dernière au motif que la hauteur des végétaux ne correspondait pas à ses attentes. Puis, après expertise le 4 novembre 2024, en présence de toutes les parties concernées, vu le rapport d'expertise du 7 novembre 2024, produit par Eurexo du groupe PAMA, assureur de M. Rostand, a conclu... attendez, je me trompe de ligne. Assureur de M. Rostand, concluant que la demande de M. Rostand semblait excessive, plusieurs sujets présents dans la haie de M. Rostand présentaient des signes de maladie, le retrait s'était effectué sans demande de contrepartie et donc la commune n'était pas tenue à fournir et planter les nouvelles haies. Considérant les termes du protocole d'accord amiable transactionnel présenté par Groupama suite à l'accord des deux parties, la commune maintient la proposition de planter une haie de 23 arbustes type, allez, je vous le dis, Elangude et Benjeli. M. Rostand accepte la proposition et s'engage à laisser les entreprises intervenir les plantations et abandonner à réception toute réclamation sur les points de litige définis dans le protocole. Il est précisé que l'entretien des végétaux plantés, leur arrosage et leur remplacement en cas de mort ou disparition appartiendront à M. Jackie Rostand et non à la commune de Cadorros. Donc je vous demande en conséquence, après consultation de la commission compétente de la commission de la commune, de voter cette délibération. Y a-t-il une question? C'était pas il n'y avait pas de problème d'auteur d'arbuste aussi? Oui, mais l'expert a bien précisé, son expert a bien précisé qu'il était en aucune question de planter des arbres plus hauts que ça suffisait. Okay. Plus de questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Dallozier. Madame Dallozier. Délibération suivante. Là, c'est une délibération pour la modification simplifiée du plan local d'urbanisme. Donc, c'est juste les modalités de mise à disposition. Donc, suite aux modifications que nous avions passées précédemment, on doit ajuster la planification d'orientation, d'aménagement et de programmation, c'est l'OAP numéro 1, en inversant les séquences des phases prévues sous son exécution dans un souci de meilleure mise en œuvre des projets d'aménagement. De ce fait, les modalités de cette mise à disposition doivent être précisées par le conseil municipal et être portées à la connaissance du public au moins 8 jours avant le début de cette mise à disposition. Ainsi, il est proposé les modalités suivantes. Mise à disposition du 15 juin 2025 au 15 juillet 2025, inclus en mairie, du dossier de modification simplifiée numéro 1, accompagné d'un registre à feuillet non mobile, coté et paraphé, permettant au public de formuler ses observations. La mise en ligne sur le site officiel de la commune du dossier pour les modifications, la modification numéro 1, un avis précisant l'objet de la modification simplifiée, les dates, le lieu, les heures auxquelles le public pourra consulter le dossier et formuler des observations sera publié en caractère apparent dans un journal diffusé dans le département et ce 8 jours au moins avant la date de début de la mise à disposition du public. Cet avis sera affiché en mairie dans le même délai et pendant toute la durée de la mise à disposition. À l'issue de cette mise à disposition, le maire en présentera le bilan devant le conseil municipal qui délibérera par délibération motivée sur le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et observations du public. Voilà, donc c'est juste là, on vote pour la forme, pour une modification simplifiée du PLU. Y a-t-il des questions? Pas de questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci.
La délibération suivante, c'est la 25, dénomination de voies. Je continue. Depuis l'ordonnance 519-115 du 7 janvier 1959, relative à la voirie des collectivités locales, la voirie communale comprend les voies communales et leurs dépendances qui font partie du domaine public et les chemins ruraux qui appartiennent au domaine privé de la commune. Par délibération du 23 mars 2023 du conseil municipal du 23 mars 2023, la commune de Caderousse a approuvé la modification du tableau de classement de la voirie communale et procédé à la dénomination de certaines voies qui ne l'avaient pas été jusqu'alors. À l'usage, il est apparu un manquement qui convient de rectifier. C'est de modifier le nom de l'impasse Boulégon en impasse Louis Roche, dit Tiston. Il est donc proposé à l'Assemblée délibérante de procéder aux rectifications et de mettre à jour le tableau des classements des voiries communales. Y a-t-il des questions? C'est qui ce monsieur? C'était un potier qui est connu, qui était de Caderousse. C'est connu. Donc c'est... Merci. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. La délibération suivante, présentation du rapport d'activité de l'Office du tourisme intercommunal. Et je vais laisser Julien Dufay nous le présenter. Le POP Tourisme, qui est l'Office du tourisme de la communauté de communes, a présenté son rapport d'activité pour l'année 2024. Vous avez pu trouver en annexe et il nous est juste demandé d'en prendre acte. Voilà, merci. Il n'y a pas de vote, hein, on prend acte de ceci. Merci Julien. Bon, merci Julien, c'était un moment très important qu'il fallait... Et la dernière délibération, c'est la délibération 27, convention de servitude et Enedis, parcelle cadastrée ZB40-48. La commune est propriétaire d'une parcelle cadastrée ZB40-ZB48 située chemin d'Orange, pour lesquelles une convention de servitude est nécessaire afin de permettre l'alimentation en électricité d'une antenne destinée aux opérateurs de communication électronique et ou audiovisuelle. Enedis interviendra pour réaliser une tranchée et poser 2 câbles basse tension sur une longueur de 236 mètres. Cette convention de servitude est conclue avec une indemnité forfaitaire unique de 236 € au profit de la commune pour une durée égale à celle de la durée de vie de l'ouvrage. Y a-t-il des questions? Il me semble que j'ai souvenir de la ZB40 et de la 48. Elles sont ensemble. Parce que je les ai vus qu'ils ont commencé à faire les travaux, je crois. Les sondages. Oui, voilà, tout à fait. La 40, oui, mais la 48, c'est mal. Elle est à côté. Y a-t-il d'autres questions? Pas de questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. Donc ici s'achèvent les délibérations. Je ne dis pas le conseil municipal. J'ai eu des questions que je vais... vous donner. Je laisse la parole. Il y a des questions de Madame Rincert, de Monsieur Légereau et de Monsieur Benat. Madame Rincert, je lis, vous lisez ou vous posez la question? Allez-y, mais je sais que ça a été plus ou moins réglé. Oui. Non mais c'est pas grave. Votre mail, il est... Voilà, pour information, la question de Madame Rincert, c'était concernant 2 familles qui ont des enfants aînés qui sont scolarisés à l'école de Caderousse et les deux autres enfants qui doivent rentrer à l'école élémentaire ou maternelle. Il y a les deux. Donc, la loi dit que les communes de résidence doivent payer les frais de scolarité.
Les frais de scolarité en maternelle, c'est 675 € par an et l'élémentaire 419 €. On avait voté ça lors d'un précédent conseil municipal. Donc nous avons respecté la loi, fait un courrier aux communes de résidence. C'est des gens qui habitaient à Caderousse qui ont déménagé. Et nous, on a donné notre avis favorable aux familles pour que les enfants intègrent l'école, parce qu'on ne voulait pas laisser des enfants, bien sûr, sur la touche. Mais par contre, on a bien précisé qu'il fallait que les communes payent la scolarité, en sachant que nous, on paye la scolarité pour certains enfants scolarisés à Orange. On perçoit, et on avait voté des conventions lors de précédents conseils, on perçoit des versements de quelques communes comme l'Audun. Donc voilà, c'était juste pour rappeler aux communes de résidence qu'il faut qu'ils nous remboursent la scolarité. En aucun cas, et je m'en suis expliqué lors des 2 conseils d'école, que ce soit élémentaire et maternelle le mois dernier, en aucun cas on allait laisser les enfants sur la touche. Il est vrai que ça a été un moment où il y a eu un malentendu, mais l'objectif c'est surtout que les communes de résidence doivent payer la scolarité comme nous on fait sur d'autres communes. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Tout à fait. Et les dossiers ont pu retirer leurs dossiers. Et les dossiers ont été retirés, et j'ai rencontré les mamans quand elles sont venues retirer, et elles ont bien compris ceci. Tout à fait. J'ai répondu à votre question? Je vais passer aux questions de Michel Legereau. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur Legereau? Vous posez les questions? Michel, tu poses les questions ou j'y vais? Vas-y. Bon. Au niveau du lotissement des îlons, nous sommes passés tout en LED. Mais on a vu qu'à un certain moment, il manquait sur un pylône. Ils avaient oublié un pylône. C'est l'éclairage public. On est passé en LED au niveau de l'éclairage public. Merci Christelle. Donc on est passé en LED sur tous les îlots en éclairage public. Et ils ont oublié à un endroit moins stratégique, mais malgré tout, c'est un carrefour en face du jeu de boules. Ils avaient oublié de commander un candélabre, du moins une tête. Donc, Michel, tu m'as posé la question là. Après, dans le même cas, et je ferai une réponse globale, dans le même cas, quand ils ont fait des travaux, comme ils ont relié 2 secteurs de l'îlon 1 aux îlons 2, ils ont fait une tranchée et ils n'ont pas posé le bicouche. Et puis, la troisième question concernant l'éclairage public, c'est un pylône qui est en mauvais état, qui n'a pas été changé et qui doit être changé. Donc j'ai appelé le SV. Logiquement, le candélabre à la tête a été mis ces jours-ci. Ça a été mis. Ils avaient un problème de réapprovisionnement. Et le pylône est commandé. Ils ne l'ont pas reçu pour changer ceci. Et en ce qui concerne le bicouche, comme ils n'ont pas reçu le pylône, ils ne rebouchent pas parce qu'ils attendent que le chantier soit validé. Voilà pourquoi il y a du retard. Et la deuxième question de Michel, c'était concernant les bornes à incendie. Donc les bornes à incendie, aux îlots toujours, il y a 2 bornes à incendie. Alors je te rassure, ta question au niveau de l'identification et pour que les gens trouvent, les pompiers ont un système de plateforme qui s'appelle HydroClick, qui sont reliés directement et ils savent où se trouvent les bornes à incendie. Il y en a 2 sur le lotissement et Suez pareil. Donc nous l'an dernier on a fait des travaux pour mettre aux normes certaines bornes à incendie en sachant que sur notre territoire on en a 48. On a fait des travaux, on en a remplacé 4 et on en a mis 16 aux normes. Ça nous a coûté 13 600 € à la charge de la commune. Par contre, TTC. Par contre, l'entretien est une année à la charge de Suez, une année à la charge du SDIS, les tests de pression. Voilà. Donc, on s'est renseigné pour celui où le poteau n'est pas identifié, en sachant qu'il n'y a pas d'obligation d'en mettre, parce que tu peux voir que sur certaines voies de la commune, il y a juste un chiffre et eux ont leur application.
Le poteau avec l'étiquette, on s'est renseigné, c'est 580 € hors taxe. Donc voilà un peu, et l'autre, on a une intervention dessus. Comment? On va faire un peinture parce que je crois qu'il est lisible. Tu parles du pylône? Oui, il faudra le changer. Qui est aux îlots 1. Oui, au niveau du numéro 36. Voilà, au niveau du numéro 36. Oui, oui, c'est le poteau. Ouais. Et bien sûr, l'entretien des espaces verts par des services techniques, parce qu'on s'était fait gagner par un laurier. Oui. Et justement, c'est comme ça que j'ai découvert qu'il y avait un 15 €, j'ai soulevé, j'ai vu que c'était réseau incendie. Bon, les pompiers étaient au courant, parce que, comme tu as vu, ils l'ont bien numéroté. Donc voilà un peu le... J'ai répondu à tes questions, Michel? Non, il restait un petit point, c'est qu'en fait, dans le cas d'un incendie, oui. C'est le point numéro 36, en cas d'incendie, tu peux y accéder donc, par l'entrée des îlots numéro 1, côté Acacia. Oui. Simplement, on dit que l'incendie, de ce côté-là, tu ne peux pas t'approcher. Ça a été calculé par une commission de sécurité. Donc, de l'autre côté, tu peux accéder par l'autre côté, puisque tu as ce passage entre les deux. C'est pour ça que je demandais si c'était pas judicieux aussi qu'il y ait une double signalisation. On peut demander aux IS, parce que là, par contre, c'est pas une partie communale. C'est eux qui décident où ils mettent les bornes à incendie. Parce que il doit y avoir une raison, peut-être pour protéger les îlots 1, que l'autre, c'est plutôt pour aller... t'es en plein milieu des deux. Donc, de toute façon, ils se mettent à peu près à 150 mètres d'une borne. Ouais, au niveau du branchement, c'est pour éviter qu'en cas de progression du feu, qu'il se fasse prendre piégé avec les tuyaux et l'angle. Alors si ta borne n'est pas accessible, la deuxième est toujours accessible. Mais à part que sur le 36, comme tu le vois, si ça prend feu du côté de l'entrée des acacias, voilà, si tu as le feu de ce côté-là, juste au début de l'impasse, tu ne peux pas accéder à ton regard 36, tu es obligé de passer par l'autre côté, tu es obligé de passer par l'entrée des îlots 2. C'est juste une question de signalisation. Après, si le ici, moi c'est bon, ça me va très bien. On a répondu à tes questions? Oui. Ouais. Et maintenant, j'ai des questions de M. Benat. Comment voulez-vous qu'on fasse, M. Benat? Vous les posez ou... Oui. Allez. Alors, je fais référence à ma première question, donc la tribune, du mois de décembre. Donc, qui vérifie ce que nous écrivons avant la parution? Alors, je vais vous dire. Bon, conformément aux dispositions de l'article 2127-27 du CGCT, les élus des communes de plus de 1000 habitants disposent d'un droit d'expression sur le support d'information générale réalisé par la commune, au-delà de 1000 habitants. Le maire ne dispose d'aucune compétence pour contrôler le texte rédigé par les conseillers d'opposition. La DGS de la commune informe les élus d'opposition des délais de communication des tribunes pour faire le lien avec l'imprimeur. Concernant le fond des éléments transmis, il y a une lecture mais il n'y a pas de correction. Vos textes sont envoyés en l'état à l'imprimeur, avec leur coquille, leur faute d'orthographe, s'il y en a ou pas. À ce titre, un petit rappel, la parole de l'opposition est libre. Les seuls motifs permettant à un maire de s'opposer à la publication d'une tribune sont des éléments risquant de troubler l'ordre public, la sécurité ou la tranquillité publique, des textes à caractère diffamatoire ou injurieux, le contenu du texte porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou présente un caractère injurieux, diffamatoire ou outrageant de nature à engager la responsabilité pénale du maire, directeur de la publication du bulletin municipal. En somme, des éléments représentant un caractère objectif répréhensible par la loi du 29 juillet 1881 de la liberté de la presse. Donc ça veut dire que tout ce que vous envoyez au moment du bulletin municipal, nous ne le corrigeons pas. C'est un copier-coller. Bah oui, il y a un mauvais copier-coller alors. Hein. Ah peut-être. Bah oui, pour la bonne raison que moi je fais référence au conseil municipal, ça a disparu. Ensuite, de quoi? Je faisais référence au conseil municipal du 11-12 2024, ça a disparu, alors que j'ai 100 mots, ils ne sont pas. Maintenant, ils sont moins. Ensuite, lorsqu'on prend la phrase. Vous l'avez envoyé par mail? Oui, à madame. Oui. Et je l'ai là, le mail.
Ah oui, non mais je vous crois sur parole. Et là, il y a ce qui a, et ici derrière, il y a ce qui a apparu, sur lequel ce que je marque, ça a disparu, et ensuite, moi je marque le, et ici, ceux qui ont repris et qui ont écrit mettent deux. On va voir, parce que normalement c'est un copier-coller du texte qu'on reçoit. Je ne sais pas pour ceux qui. J'ai revérifié ce que je viens. Eh bien, on va vous répondre, on va vérifier et on vous répond. Voilà. Donc ça, c'est pour ça que bon. Après, je ne veux pas qu'on dise qu'on écrive n'importe quoi, qu'on dire c'est rien des jeux. Ah non, monsieur Benat, vous avez raison. Si on n'a pas repris vos écrits, je vous l'ai lu précédemment, on doit faire un copier-coller de vos écrits. Ça, c'est sûr. Et s'il y a une erreur, on la rectifiera lors du prochain bulletin municipal en remettant le texte. Bon, après, je ne sais plus ce que vous avez écrit. Simplement qu'il y ait une vérification, s'il vous plaît. Lorsque, avant de l'envoyer, donc je ne veux pas jeter la force à quelqu'un, ça m'arrive à moi aussi de faire des erreurs. Mais au moins, on vérifie. Vous avez raison. Voilà, question numéro 2. Question numéro 2. Alors, c'est la digue, donc, et c'est la DRAC, dont on a parlé tout à l'heure. La DRAC a donné son accord pour la pose de la règle linémétrique. Pourquoi ne pas avoir demandé une protection au sol au niveau du bâtard d'eau où passent les piétons, porte-les en roche. Déjà demandé, vous voyez ce que je fais référence. Bien sûr. Voilà. Donc, vous allez me dire, la règle linémétrique, c'est une chose, et le passage, toujours, on a fait, je veux dire, quand on demande ça, ça ne coûte pas grand-chose de mettre un caillebotis. C'est pas une histoire d'argent, monsieur. Mais c'est pas une histoire d'argent, c'est de la sécurité, monsieur le maire. Là, c'est de la sécurité. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on a quand même des largeurs d'espace de 30 cm à deux reprises de chaque côté. Avant que quelqu'un se torde une cheville, ou se blesse, ou parte sur la chaussée au moment où il y a une voiture qui passe. Donc, je vais vous répondre. Notre digue, vous savez qu'on fait tout pour la préserver. On attend toujours la dérogation pour pouvoir utiliser des produits phyto. On a vu avec la DRAC pour trouver des subventions pour refaire les joints. C'est des dossiers très longs, mais dont le maire n'a plus la compétence. Oui, tout à fait. Voilà, la DRAC vous l'a dit. Et si vous posez la question à la DRAC, et si vous leur avez posé la question, concernant l'aménagement, ils vous ont dit c'est un monument historique. On ne peut pas faire de modifications sur le socle de la porte Léon Roche. Est-ce qu'ils vous ont dit ça? Non, pas du tout. Mais je vais poser des questions. Non, mais vous m'avez dit, ils me l'ont dit, donc oui, je leur ai écrit justement pour la règle linémétrique. D'accord. Donc ils m'ont expliqué qu'ils avaient demandé donc, la compétence de la communauté de communes. Oui. Hein, et qu'ensuite, donc, ils avaient autorisé la communauté des communes, puisqu'il n'y a pas besoin de deux permis de construire pour poser cette règle, et que c'était aussi à la demande de l'Adréal. Voilà. Tout à fait. Là-dessus, après, on arrive, on va faire des trous dans de la pierre où tout le monde se gratte les cheveux parce qu'après il y a des racines qui sortent et on ne fait pas de protection pour les gens, c'est ce que je ne comprends pas. Là, je vous dis, nous, en ce qui concerne cet aménagement, on nous a bien dit que c'est un monument historique et on n'allait pas rajouter. On avait même réfléchi à un moment donné de faire un aménagement qu'on pouvait défaire quand on doit mettre les bâtiments. Et ça nous a été remonté qu'on ne devait pas faire d'aménagement. Mais poser la question, alors... Je vais poser la question à la DRAC. Alors avant de poser la question à la DRAC, non, il faut poser la question à la CCPOP, qui a la compétence GEMAPI. On leur avait posé la question. Et qu'est-ce qu'ils vous ont répondu? C'était pas que pour eux, l'entrée de la digue, elle n'était pas classée en tant que... D'abord, elle n'est pas classée, la digue. Elle n'est pas considérée comme monument historique. Ah si, si. Si. Ah, si, je n'étais pas seul, madame. Quand j'ai posé la question, elle était trois. Oui. Elle était inscrite donc, au monument historique. Elle est inscrite au monument historique, monsieur Collard. Là où il y a les barres, il me répondu que non. Non, elle est inscrite au monument historique. Donc il le dit, il faut pas faire le monsieur le maire. Mais je ne pose pas la question à la communauté de communes, puisqu'on a déjà eu une réponse. J'enverrai un courrier comme j'ai fait à la DRAC, et ils me répondent non, j'enverrai des photos, et ils me répondent non. Et puis appuyer ce genre de choses. N'attendons pas que quelqu'un se blesse. Question suivante, monsieur. À 3. Alors, c'est toujours pareil, c'est notre histoire de vélo, route cyclable d'Émian. Où en êtes-vous avec le département, la CCPOP
Alors, concernant la route d'Émian, alors là, on est sur le schéma directeur vélo, c'est ce qu'on avait parlé la dernière fois. Le secteur d'Émian n'est pas identifié en cyclable, ça je vous l'avais dit. Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, le schéma directeur sera voté normalement au mois de mai à la CCPOP lors d'un conseil communautaire. Et on attendait un retour du département pour différentes informations. Et de là, après, ce schéma sera un des outils de l'intercommunalité pour faire des demandes de subventions, pour faire des aménagements. La route d'Émian n'est pas identifiée sur la partie cyclable. Alors, sur ce que nous a donné en délibération la POP, donc sur les activités, tout ça, j'ai regardé parce qu'il parle bien du traçage des véhicules, des vélos, donc, mais on ne parle pas de la route d'Émian par contre. La route d'Émian, en aucun cas, est à... Donc voilà, ça a répondu à votre question. Sauf qu'aujourd'hui, et ça j'insiste, on a ce panotage provisoire tant qu'il n'y a pas d'aménagement conforme pour la sécurité des cyclistes. Il y a ces panneaux provisoires qui passent au Mian. Mais ça a été une demande du département pour la liaison via Vénitia, via Rona, par le sud. Mais bon, ce n'est pas les panneaux qui protégeront les cyclistes, parce que je n'ai encore un degré de cet après-midi en blanc d'orange. Je peux vous garantir que si vous vous arrêtez pas en voiture, il ne s'arrête pas. Alors, l'acte numéro 4, place de l'église. Alors je vous pose la question, et vous répondez ce que vous voulez répondre. Est-il vrai que vous voulez supprimer des places? On ne veut pas supprimer de place à la place de l'église. On veut juste, en ce moment, nous sommes en train de travailler, vous avez vu, on a voté 2 délibérations pour trouver des subventions. On veut mettre en avant nos projets de travaux de l'église, et je ne souhaite plus qu'il y ait des voitures qui se garent au centre de l'église. On a mis des barrières provisoires au centre de la place de l'église. Vous m'avez compris, M. Benard, autour de la croix. Donc, on a mis pour le moment des barrières. Nous allons aménager ça de jardinières, parce que les gens se garent n'importe où. Si on ouvre la porte de l'église, autant ils se garent à l'intérieur, même certains. Mais en aucun cas, on veut supprimer le stationnement. Il y a du stationnement existant sur les côtés, mais il est vrai qu'au centre, oui, on ne veut plus que les gens se garent. Et ça rentre dans notre demande aussi de mise en avant de monuments historiques, tout simplement. Merci. Travaux pour Gabriel Péry. Pourquoi ces travaux et comment ont-ils été financés? Les gens se plaignent de la dangerosité des blocs de pierre. Alors, pour information, il y a une dame qui est arrivée de la voiture et elle a pris un bloc, parce qu'elle a fait le bloc, ou le bout de la voiture, il n'y a pas longtemps. Donc, première, en réponse à ces travaux font suite aussi à l'engagement qu'on avait pris, car 2 années consécutives, on a dû arracher les platanes. Hein. Donc là, on verra, on a au courant du mois de juillet-août, on va retester tous les platanes du village. J'espère qu'on a pu stabiliser la maladie et que le fait d'avoir arraché ceux qui étaient infectés n'a pas développé la maladie. Donc notre engagement, c'était de vite planter. Pourquoi vite planter? Parce qu'il n'y a rien de plus beau que nos platanes autour de la digue. En sachant qu'aujourd'hui, les platanes, on n'est pas dans une région où les platanes survivent. Donc on a planté 17 arbres. On a fait un aménagement avec 4 essences différentes pour pouvoir faire face, si toutefois il y a d'autres maladies, pouvoir faire face à ces maladies-là. À côté de ça, alors au niveau du financement, pour répondre à votre question, les platanes, ça a été une subvention que nous avons demandée au département. Donc on a eu cette subvention en nature. Le syndicat d'électrification du Vaucluse, je leur ai demandé de nous changer les candélabres, donc chose qu'ils ont pu faire. En changeant les candélabres, je leur ai demandé de nous faire les trous des arbres. Et comme vous avez pu constater, on a été assez malin, on a mis les arbres, ou les candélabres en face des arbres pour gagner des places, pour récupérer des places. À côté de ça, j'ai sollicité la société Maroncelli,
qui nous a soutenus pour porter du mécénat pour la commune. Donc ça, c'est les rochers. Et au-delà de ceci, nous, la commune, nous avons financé le cheminement, la plantation des arbres à la hauteur de 20 000 € environ, parce que, comme vous pouvez constater, les travaux ne sont pas finis. Et il y a aussi la CCPOP qui font des travaux de signalétique au sol et l'installation de 2-3 panneaux. De plus, ça nous a permis de créer une place handicapée devant les infirmières. Ils devraient venir la semaine prochaine pour le faire. Et on a déplacé les points d'apport volontaire des poubelles. On les a reculés de la dalle pour faire un arrêt minute, pour plus que les gens se garent au milieu de la voie pour pouvoir jeter les poubelles. Après, on connaît de ça l'aménagement des rochers. Il n'y a pas caca de rousse qu'on fait des rochers. On est sur des dimensions aux alentours de 6 mètres, c'est la réglementation. Les places font 2,50 m de largeur. C'est adapté. Il est vrai que c'est des obstacles, mais on aurait mis d'autres obstacles. Vous savez, il y a des fois, on met des petites rambardes en bois, on met d'autres obstacles. On a toujours des gens qui ne font pas attention. Il y a juste une chose qui n'est pas encore finie dans ce secteur-là, c'est au pied des candélabres. Il manque les protections des candélabres, car ils ont reçu ces protections, mais avec la mauvaise couleur. Et il y a le passage piéton aussi, vous avez fait en bordure depuis le digue. Et c'est pour ça, on a fait ce passage-là, et ça correspond à la demande aussi des ABF pour préserver notre digue. On a fait ce cheminement piéton, et comme vous n'avez peut-être pas constaté, mais on a mis un peu plus d'arbres au fond, et on a mis des bancs aussi, pour que les gens puissent reprendre goût à jouer aux boules dans ce quartier-là. Et il y a des bancs aussi pour les personnes qui ont des difficultés à marcher pour pouvoir faire des pauses. Merci. Alors, question 6. Alors ça, je vous remercie de suite, parce que dans l'image jaune, on a la pose du panneau avec la bonne adresse. Ça a été fait. Oui, je sais. On a eu du mal à le recevoir, on a eu un BAT. Quand j'ai écrit ça, c'était marqué. Vous avez vu, avant de poser des questions, on va montrer les choses. Il est arrivé vendredi dernier, il a été posé lundi. C'est pour ça que je te regarde. Tu m'aurais mis un petit mot, non, c'était juste pour vous montrer qu'on avait de la réactivité. Alors ensuite, Stade Reynaud. Alors il se disait qu'il y aurait un projet de construction d'habitation, c'est toujours d'actualité. Il se disait qu'au début, ce n'était pas une zone constructible au PLU, il y avait une autre zone. Après, la demande des services de l'État, et ça a été un choix de nos prédécesseurs, il ne restait plus qu'un quartier pour créer une OAP, c'était l'OAP 5 qui se trouve au bout du terrain, on va appeler ça l'ancien parking ou le terrain stabilisé. Voilà. Il s'avère que sur cette partie-là, nous avions, on a toujours le projet, mais aujourd'hui on se bat avec la DDT, parce que, comme vous pouvez le constater, la partie soi-disant constructible inondable, c'est le PPRI de l'Aigle, parce qu'il y a eu une erreur, au lieu de mettre en jaune, c'est passé en rouge, donc la partie au fond serait constructible, mais on a rencontré les services de l'État au mois de juillet dernier. Pour le moment, ce n'est pas constructible. Il faut qu'ils rectifient cette erreur matérielle. Et nous avions comme projet de faire un lotissement communal à la place du stade, du vieux stade, comme on dit, et le parking. Mais là, c'est la DDT qui bloque ce dossier-là, parce que là, on est en PPRI rouge du Rhône. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur ce projet-là, oui, il y a une OAP qui pour le moment n'est pas constructible. On attend la modification du PPRI de l'Aigle pour la rendre constructible. Et peut-être qu'après, il y aura des entrepreneurs. Et qu'à la rentrée, lorsqu'on avait fait la modification allégée pour le bâtiment de M. Vincent, oui. Je croyais que cette pointe rentrait dans la modification. Non. Alors ensuite, combien de l'image jaune, donc la 8, la loi sur les logements vacants.
de qui dépend l'application de la taxe et sont-elles applicables à toutes les communes? Alors, ça ne dépend pas de nous. Hein, nous, on a même subi cette taxe-là, parce qu'on a des logements en travaux et on a aussi eu à payer 17% de la valeur locative du bien en taxe. Pour votre information, cette taxe, on l'a appris comme vous avec un courrier dans la boîte aux lettres. Hein. Donc cette taxe est pour les logements vacants et les locaux vacants. Alors pourquoi on est touché sur ceci? Parce qu'on est dans une zone où il y a une certaine pression immobilière. Donc ce n'est pas toutes les communes, c'est des secteurs. Alors les communes de la CCPOP sont concernées par cette taxe-là parce qu'il manque des logements. Une zone tendue, merci. Et cette zone est tendue pourquoi? Parce qu'on va recevoir 500 soldats à la base aérienne d'ici 2030. On a aussi un territoire qui donne envie aux gens de s'y installer. On a beaucoup de gens qui quittent les agglomérations du Grand Avignon et qui veulent s'installer sur le territoire. Donc ce n'est pas une particularité communale, mais par contre c'est une décision des services fiscaux qui ont dit que les communes de la CCPOP étaient concernées par ceci. Juste une dernière chose concernant cette taxe. Elle n'est pas encaissée par la commune, on touche 0 centime. Elle est de 17% cette année. La loi des finances la prévoit à 34% l'année prochaine. L'objectif de cette taxe, elle est simple. C'est que les propriétaires qui ont des logements vacants, ou ils les vendent, ou ils font des travaux, ils les louent. Et concernant les locaux vacants, c'est pareil. Mais bon, on sait bien qu'à dans certains quartiers, vu l'état des logements, c'est pas évident ni à vendre, ni à louer. J'ai répondu à votre question, M. Bénin? Tout à fait. Donc, question 10. Combien a coûté la rénovation, combien a coûté la rénovation de l'aire de jeu du mur de Gramont et quelle a été la part de la commune, l'assuration a-t-elle été reçue? Donc, oui, non, je vois bien où vous dites. La rénovation de l'aire de jeu de Gramont fait suite à une déclaration de non-conformité de plusieurs modules de jeu par la PAV, c'est la société indépendante qui vient contrôler matériel et autres. Pour nous, les élus, il était impensable de ne pas garantir la sécurité pour les enfants et la remise en norme de ces équipements n'était pas négociable. Dès lors que cette aire de jeu se situait aux abords de la digue classée monument historique, le champ des possibilités en termes de rénovation était limité. Et il était évident que le choix devait se porter sur des éléments qualitatifs, ce qui justifie le montant de l'investissement, 70 000 € TTC, et toutes prestations comprises, terrassement ou autre, parce que c'est pas que les modules, hein, c'est qu'il a fallu faire du terrassement, du béton, du sol souple, voilà. Pour ce dossier, comme pour celui du Boulodrome, la commune n'a pu recevoir de subventions au titre de la DETR. Les services de la préfecture arbitrent en mettant en concurrence les différents projets de toutes les communes du département, en fonction de l'enveloppe annuelle disponible et des subventions déjà perçues. À ce titre, et pour l'année 2024, pour votre information, la commune de Caderousse a été particulièrement bien lotie concernant les services de la préfecture, parce qu'on a touché 367 000 € de fonds verts pour les travaux de la passerelle, Château-Vieux et rue Pasteur. Mais pour ceux-ci, on n'a pas eu de subvention. D'accord, donc... bien, la 10, Conseil municipal du 23 décembre, délibération modificative 4, concernant le paiement des factures, ce sont lesquelles? Je vais vous répondre. Vous savez. Le conseil municipal du 23 décembre dernier résultait d'une information tardive des services de la trésorerie concernant le montant de la somme à payer par la commune de Caderousse, 42 000 € au titre du FPIC. C'est ce que vous disiez, M. Marcel,
Marielle, j'ai mélangé Marielle et Martin. Ce que disait M. Martin tout à l'heure, c'est le fonds de péréquation des ressources intercommunales. C'est la solidarité. La somme n'ayant été connue en amont, il n'était pas possible pour la commune de prévoir les crédits suffisants. Cela a donc été chose faite après cette DM numéro 4. Je vous rassure, l'équilibre budgétaire de la commune n'a pas été impacté, comme en atteste la délibération. En d'autres termes, le conseil municipal a procédé par un jeu d'écriture pour l'ouverture des crédits, compensé par une diminution des crédits dans l'autre exercice. À ce titre, pour rappel, le FIPC est un dispositif de redistribution, une partie des recettes fiscales des territoires les plus riches aux plus pauvres. Selon les années, les collectivités sont bénéficiaires ou contributeurs. Très bien, merci. Question 11. Que devient la responsable du service technique? Elle va bien, je vous remercie. Voilà, mais c'est une bonne réponse. Donc la responsable des services techniques, alors attendez, la responsable des services techniques, elle est en fin de contrat, elle avait un contrat de 3 ans sur la commune. Elle a énormément travaillé sur tout ce qu'on a pu voir ces derniers temps, c'est-à-dire le marché de restauration, avec les relations avec le bureau d'études pour le patrimoine, les bâtiments publics, toutes ces demandes, tous ces travaux de bâtiments publics. Elle a travaillé sur tous les marchés publics, que ce soit copieurs, produits lessiviels, matériel. Elle a travaillé aussi sur la partie assurance, sur l'informatique et la sécurité, ce qu'on parlait tout à l'heure, des poteaux incendies. Aujourd'hui, sa mission arrive à sa fin et elle quittera la collectivité au courant de l'été. Donc ça veut dire qu'on a un nombre de charges. Charges personnelles, s'il y a des purs, ça prend un petit peu moins. C'est le pouillet, mais ça ne se verra pas, mais bon. On continue. Qu'est-ce que vous avez contre les charges personnelles? C'est énorme, hein. C'est énorme. C'est énorme, il faut bien les payer. Mais attendez, mais il faut bien payer les employés de la commune, on en a besoin. Moi je m'effraie quand même, 54% de charges. La maîtrise, mais la question de paillation, ça va pourquoi. Mais vous avez des gens qui sont... Mais monsieur Benard, alors demandez de payer 54% de charges. Non mais attendez, monsieur Benard, comme vous parlez, comme vous disiez tout à l'heure, monsieur Martin, allez voir les autres collectivités. Allez voir, sortie du village, vous allez voir. Allez voir. Allez faire les autres communes, vous verrez, vous serez surpris, et même vous serez surpris, pas que des charges personnelles, mais de tout. Vous serez surpris de voir qu'il y a des courbes qui montent et des courbes qui descendent. La nôtre monte, elle est excédentaire, il y en a d'autres, elles descendent. C'est juste une action. Voilà. Après, il y a des choses qu'on ne peut pas bouger. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire en claquant des doigts. Je comprends. Toi, tu pars, je reste ou quoi que ce soit. Ça marche pas comme ça. Monsieur Benard, moi, je ne veux pas entendre dire que le personnel coûte cher. Il y a eu des augmentations, bon, certes, on les a eues au milieu de l'année. Il y a eu des augmentations, on les a eues au milieu de l'année budgétaire, donc on n'avait pas budgétisé ceci, ça n'a pas été évident, et c'est pour ça qu'on a dû voter des DM. La DM de novembre, c'était pour ça. Hein. Mais à côté de ça, c'est le prix que ça coûte. Si vous me permettez, je viendrai voir Mme Loukine, avec votre autorisation, qu'elle me dise ce qui est dans les charges de personnel, exactement. Que je fasse ce que je vois. Mais que vous voyez. C'est les salaires, les charges, prenez un truc tout bête. Rien que là, les charges et les assurances. Oui, non, mais les assurances, les assurances. N'oubliez pas qu'une mairie, une collectivité territoriale, c'est son propre assureur. C'est-à-dire, on ne cotise pas. Une personne qui est en maladie, c'est la commune qui la finance. À partir d'un certain temps, de certains temps de maladie, on a des contrats d'assurance qui nous couvrent. Mais à côté de ça, on est notre propre assureur. Et je peux vous dire que ce qu'on paye aujourd'hui, comme dit Marielle, on arrive à maîtriser. Vous avez vu, il y a même une baisse de 1 et quelques %. C'est pas qu'on a diminué les salaires, c'est qu'on travaille, et ça je remercie encore Christelle, on travaille sur les plannings avec les équipes pour essayer de pouvoir faire face aux absences. Et aussi, on a moins de gens absents. Pourquoi? Parce que les gens sont bien au travail. Et les carrières, vous avez des gens qui partent de plus en plus en formation. On ferme des postes, mais on ouvre des postes parce qu'il y a l'évolution de carrière.
Donc voilà, c'est tout ce système qui a été mis en place, mais ne dites pas que le personnel coûte cher. Je ne dis pas que le personnel coûte cher, je dis simplement, c'est 50 pas tout pour ça, je veux dire. Il y a bien quelque chose qui le dit. Voilà, ils sont liés à quelque chose, et si vous permettez, je souhaiterais... Ils sont liés aux charges de personnel. Ils sont liés aux charges. Il n'y a pas d'entourloupe, il n'y a pas un compte qui va partir dans la charge personnelle. La part patronale, la charge personnelle, ça comprend tout. C'est-à-dire tout. Comme il y a les arrêts de travail, il y a les arrêts de travail. Non, mais il y a tout. Il y a tout ce que coûte, et surtout, c'est que... Sur le dossier du centre de gestion 2023, je pense qu'il y a 1720 et quelques heures d'arrêt de travail. Ça représente pour ces demi, je pense, sur ce qu'ils ont remis. Après, les gens sont malades. Donc après, il y a les courbes des actions de travail, surtout dans le personnel administratif. C'est un travail de personnel administratif. Il y a pas mal, 27%. Oui, mais parce qu'il y a des gens qui sont malades, qui sont absents. Je ne suis pas médecin. Hein. Juste pour, vous pouvez lire, juste pour information, dans les charges de personnel, il y a les autres personnels extérieurs. L'impôt, taxes, rémunération, personnel titulaire, les personnels non titulaires, les congés payés, les charges de sécurité sociale et de prévoyance, et toutes les autres charges sociales. Tout ça, c'est englobé dans les charges de personnel. Ça comprend tout ce qui touche au personnel et traitement. Vous l'avez au budget, vous avez ces documents. Après, on va... les articles. Oui, mais moi j'ai une ligne. Oui, mais c'est la même ligne. On a la même ligne. Hein. Moi, je ne vais pas aller... Il n'y a pas de ligne cachée, il n'y a pas de... Il n'y a rien. On a répondu à votre question, M. Benard. Pas de souci. La 12, brigadier chef, donc c'est la personne que vous avez recrutée. Je n'ai pas compris, excusez-moi. La question 12, oui. C'est la question sur la brigadier chef de la police municipale. Oui. D'accord. Donc, je vous pose une question, quel est son âge? Et continuez à poser votre question, je répondrai après. Êtes-vous sûr d'avoir fait le bon choix au vu des multiples changements de ville? Donc ça veut dire que dans ce que vous avez... Vous avez fini votre question, M. Benard? Pardon? Vous avez fini votre question, je vais vous lire ma réponse. Oui. J'ai un petit peu écrit à ce niveau-là. Donc M. Bertrand est né en 1966. Mais je ne vois pas en quoi cela vous regarde. Si en quoi son âge est important. Est-ce à dire que celui-ci est trop important à vos yeux? Il ne fallait pas recruter cette personne? Vous savez... Non, mais je ne vous pose pas la question. Vous savez qu'une telle position est discriminatoire et prohibée par la loi. Quant aux multiples changements de ville, libre à vous de penser ce que vous voulez, mais sachez quand même que le principe même d'un fonctionnaire public territorial est de pouvoir muter, évoluer dans différentes collectivités au gré d'une carrière. C'est à mon sens une chance et un atout d'avoir une personne, un agent riche d'une expérience variée. Il n'est pas le seul agent de la collectivité à avoir connu plusieurs communes, et j'espère bien que d'autres suivront son exemple. Merci. Quant à la certitude, je finis ma réponse. Mais vous êtes pressé ce soir. Il a sommeil. Quant à la certitude, vous me dites, êtes-vous sûr d'avoir fait le bon choix? Vous savez, dans le recrutement, M. Benahouné, toutes les personnes qui ont des responsabilités dans des sociétés, on prend toujours un risque quand on embauche quelqu'un. Donc, est-ce qu'on a fait le bon choix? Oui, on espère. On espère qu'on a embauché le bon profil. Il est là depuis le 1er février, et pour le moment, il n'y a pas de souci. J'ai répondu à votre question? Absolument. Alors, 13. Donc, question que voudrait poser le public après l'ordre du jour. Êtes-vous d'accord pour répondre à leur question, si ça ne vous envoie par écrit ou pas? D'accord, là on n'a pas modifié votre question, c'est votre question. Non, c'est moi qui ai modifié. Monsieur Benat, comme vous le soulignez, l'article 16, prise de parole du public du règlement intérieur, fait état de la prise de parole du public. Je cite le contenu de l'article. Le public ne peut pas prendre la parole durant la séance du conseil municipal. Cependant, le maire peut interrompre la séance afin de permettre à une personne physique, en son nom propre ou représentant une personne morale, de prendre la parole sous condition.
Une personne présentant divers intérêts locaux peut solliciter, dans un délai de 3 jours au minimum avant la tenue du conseil municipal, je n'ai pas fini, auprès du maire, l'autorisation de prendre la parole devant les membres du conseil municipal afin d'évoquer un point inscrit à l'ordre du jour et ou de soulever une question d'intérêt local. L'autorisation de prendre la parole est à la discrétion du maire. Elle est autorisée en fonction de l'ordre du jour de la séance. Après accord, la personne pourra prendre la parole, soit avant l'ouverture du conseil municipal, soit en cours de séance après le prononcé de la suspension de séance par le maire, soit à l'issue de la séance du conseil municipal. Après reprise des travaux de la séance, le maire ou l'adjoint en charge du dossier pourra répondre aux questions. En conclusion, le principe c'est non et l'exception c'est oui. Je me permets simplement d'ajouter que si des caderoussiens ont des questions à poser ou des suggestions à faire, et vous le savez, M. Benal, mon bureau est grand ouvert, et de plus, je suis en permanence à la mairie. Je suis en permanence à la mairie du lundi et vendredi, et je tiens même une permanence le samedi matin sur rendez-vous à la maison France Service. Et les élus qui m'entourent, la plupart, sont à la disposition des caderoussiens pour des entretiens. Donc, il n'y a pas de souci. Les personnes qui veulent nous voir, on est là. Très bien, merci. La dernière question. Alors, c'est sur le site de la commune, donc c'est sur le web. Donc, je suis allé sur... Alors, je lis la question. Je suis allé donc sur le site pour voir certaines choses, des PV, tout ça. Dans le cadre de la... Vous avez un PV où il y a marqué procès verbal et l'autre c'est le cadre convocation. D'accord. Donc, quand on prend le 23 mars 2024, cadre convocation, c'est une vidéo, alors qu'on aurait dû avoir un dossier écrit comme vous nous l'envoyez. Alors attendez juste, monsieur Benat, j'avais pas compris votre question. Donc je n'ai pas préparé de réponse. Non, mais là vous pouvez me répondre. Non, mais je vais vous répondre, mais s'il y a une question particulière, peut-être que je ne vous donnerai pas la réponse tout de suite. Parce que si c'est un bug informatique... Je vous explique et vous l'avez écrit. Non, mais si c'est un bug informatique qui a un mauvais lien sur une vidéo par rapport à un dossier PDF du conseil municipal, je ne peux pas vous le dire tout de suite. Et je pense que c'est plus un problème informatique, parce que je sais qu'il y a une vidéo il y a un problème de lien. Si c'est ça, parce que je suis allé voir, hein, je regardais un petit peu, c'est vrai qu'il y a une vidéo où on ne l'a pas, il y a un problème de lien. Mais ça sera des corrections informatiques. Il faudra regarder, parce que le procès verbal du 24/9 disparu. Bon, ben on va noter ça et on va aller... Ensuite, celui du 19/6, il apparaît 2 fois. C'est pour que vous le lisiez 2 fois. Oui, j'ai mis On va partir là. Voilà, donc vérifier, parce que quand on y va, on est complètement promis. Bon, après, ces documents-là, vous les avez à votre disposition, affichés aussi en mairie, c'est la loi, hein, c'est à l'accueil de la mairie, et vous, en tant qu'élu, vous avez ceci à votre disposition. Beaucoup de monde vont déjà votre site, quand ils voient ça, ils vont se dire il est bien aussi. C'est bien, on arrive à trop retrouver. C'est très bien, j'ai jamais dit mais je sais pas ça, mais c'est bien d'entendre qu'il est bien. Je dis que c'est un peu... Très bien, je vous remercie. Bonne soirée.